La mort d'Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne et reine de France, laisse la Bretagne dans une situation difficile, sans souverain ni souveraine. Paradoxalement, le statut d'autonomie que la Bretagne conserve lui permet de tirer profit de son commerce maritime et de sa présence sur toutes les mers du monde. La phase de prospérité se prolonge pendant presque un siècle et demi. C'est cette période charnière que l'on va découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de notre série La Bretagne en histoire, présentée par Jean-Jacques Bonnier. Elle a eu une descendance aussi. Elle a eu une descendance, donc 2 filles, dont l'une, Claude, a dû épouser, ça a été un drame pour Anne, un héritier de la couronne de France. Anne de Bretagne et Louis XII n'avaient pas d'enfants communs. Et donc l'héritier va être un cousin qui s'appelle François d'Angoulême et qui épouse Claude, la fille d'Anne de Bretagne et de Louis XII. François d'Angoulême qui deviendra François Ier. C'est ça. Donc c'est assez mal parti sur ce plan-là, et en 1514, Anne de Bretagne meurt. On sait comment elle est morte ? Très fatiguée, elle a eu beaucoup de grossesses qui ont mal tourné, elle a eu 3 naissances, mais beaucoup de difficultés du côté de ses maternités. Et elle a tout de même conservé 2 filles, dont sa fille Claude. En 1515, Claude doit faire le don de son duché, et du coup, donc, le traité, les accords passés tombent un petit peu à l'eau. Claude cède tous ses droits au roi de France. Cette annexion n'a pas de forme légale. Et pour donner une forme légale, on va réunir les États de Bretagne à Vannes, en préparant bien l'affaire. Il y aura une pression très forte, pression militaire. Et d'autre part, on a distribué beaucoup d'argent pour acheter le vote d'une partie des députés. Et finalement, donc, les députés votent ce rattachement de la Bretagne et de la France, avec les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, maintien d'une administration séparée, et puis ne pas payer d'impôts sans avoir consenti à cet impôt, et ne pas devoir de service armé hors de Bretagne. Qu'en est-il de la gratuité des routes ? On dit que c'est Anne de Bretagne qui a insisté pour qu'en Bretagne, on ne puisse jamais payer si on doit circuler. Anne de Bretagne n'a pas pensé aux 4 voies ou voies express, mais par contre, elle a quand même exigé qu'il n'y ait pas d'impôt levé sans le consentement des États de Bretagne. Et en ce sens-là, donc, toute autoroute payante aujourd'hui devrait passer par le consentement des États de Bretagne, qui n'existe plus, mais il faudrait quand même consulter l'Assemblée régionale, je pense. Alors là, c'est quoi ? C'est la fin de l'âge d'or breton ? Non, parce que la prospérité est tellement grande que la paix est revenue, la prospérité donc revient, et elle va continuer encore à peu près un siècle. On peut dire que jusqu'à 1650-1660, la Bretagne va être encore présente sur toutes les mers, et même encore plus prospère, parce qu'elle ne va plus souffrir de guerre civile ou d'invasion.
et les institutions fonctionnent à peu près bien. On va même ajouter d'ailleurs un parlement, c'est-à-dire une cour de justice qui sera construit à Rennes. Ce parlement de Rennes, donc, qui a brûlé en 1994 et qui a été restauré depuis, est devenu le symbole de cette Bretagne qui continue malgré l'annexion. On peut dire qu'à l'époque où en France se développe la monarchie absolue, la Bretagne, elle, dispose d'une monarchie constitutionnelle, à l'anglaise. Jusqu'à 1650, donc pendant largement plus d'un siècle, la Bretagne continue à être présente sur les mers, à avoir un grand dynamisme et à en tirer les profits. On va voir notamment une multiplication de la construction de très beaux édifices. On a parlé tout à l'heure des enclos paroissiaux, c'est-à-dire une église, un calvaire, un ossuaire, un mur de ceinture, tout ça autour de l'église. Et l'ensemble donc forme un trésor architectural, un art particulier qu'on ne retrouve qu'en Bretagne. Ces enclos paroissiaux ont été construits en 50, 100 ans et chaque paroisse a voulu rivaliser avec la paroisse voisine. C'était financé localement parce que le commerce marchait bien. Et grâce à cet argent, donc, on a fait venir des artistes et des grands artistes. Et la Bretagne, donc, aujourd'hui encore, a cette parure ornementale, architecturale qui n'existe nulle part ailleurs. Alors, il y avait aussi les jubés. Oui, donc le jubé peut être ou bien en pierre ou bien en bois. Il est composé de sculptures, de statues. Et il représente des scènes ou des personnages. Et ces jubés, donc magnifiques, sont encore là aujourd'hui pour témoigner de cette richesse de la Bretagne. Ce sont des jubés polychromes, donc de toutes les couleurs. Ce n'est pas la Révolution française qui a annihilé ces jubés, c'est l'Église elle-même qui s'est polissée. Il y a eu un ordre de l'Église. Il fallait abattre les cloisons qui séparaient les fidèles des prêtres, les fidèles du cœur de l'Église. Et donc, il y a eu l'ordre d'abattre les jubés. Mais en Bretagne, on obéissait un petit peu moins qu'ailleurs. Et donc, un certain nombre de ces jubés ont pu être sauvés. Est-ce qu'il y avait des comptoirs protestants à cette époque-là ? Le protestantisme s'est peu développé en Bretagne, sinon dans la noblesse ou dans la bourgeoisie. Donc on a eu des protestants à Vitré, on en a eu dans le pays nantais, mais en nombre relativement faible. Ce qui fait que lors de la Saint-Barthélemy, il n'y a eu qu'un seul mort en Bretagne. Donc on peut dire que l'âge d'or de la Bretagne se prolonge jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Louis XIV. Est-ce que déjà, là encore, la prospérité de la Bretagne faisait de l'ombre au roi de France ? C'est-à-dire que le roi de France en profite parce qu'il commence à augmenter les taxes et finalement les taxes résultent du commerce. Donc c'est une bonne chose pour le roi de France. Avec Louis XIV, les choses vont se durcir parce qu'il va augmenter les taxes en des proportions énormes. Et d'autre part, il va brider finalement l'autonomie de la Bretagne. Et une Bretagne moins autonome, ce sera une Bretagne moins dynamique. On dit aussi que il s'est largement servi des forêts bretonnes pour sa marine de guerre. C'est ça, oui, on date de là une bonne partie du déboisement des Monts d'Arrée notamment. Oui, c'est vrai, la région de Brasparts, avant c'était une forêt. C'est ça. À grande comté d'or deux armes. Oh, oh. En de comté d'or deux armes. Armaros au cri à dix nature, Aziz quarantaine de ziblige à oh, oh, Aziz quarantaine de ziblige à Op even truiden du er bland armer. Oh, na tout me isil i agren. Oh, na tout me isil i agren.
La Bretagne demeure une province riche grâce aux ventes de toiles, de draps, de sel et de produits agricoles. Mais vers 1670, la conjoncture économique change et les politiques de Louis XIV et Colbert touchent de plein fouet les provinces maritimes qui vont connaître des révoltes durement réprimées. C'est ce que l'on découvrira avec Jean-Jacques Monnier dans le 9e épisode de notre série La Bretagne en histoire. À bientôt!